Merci, Monsieur le Président. Merci, Olivier. Merci, Marthe. Et merci à toutes et à tous d'être présents. Alors, je vais d'abord, très rapidement, moi aussi, vous dire des mots de remerciement, et notamment à l'endroit d'Olivier, parce que je voudrais le remercier de la liberté qu'il nous donne de pouvoir travailler sur des thèmes qui, a priori, n'étaient pas des thèmes qui pouvaient être les thèmes classiques de travail de l'IE2IA. Et je voulais te le dire, hein, c'est un plaisir d'être dans ce centre et c'est un plaisir de pouvoir se développer ces recherches, y compris quand elles ne vont pas tout à fait dans le sens global de ce que vous faites avant. Et j'aime beaucoup ce centre parce qu'on peut polémiquer, et on a parfois des sujets de polémique, mais en grande liberté, et c'est un vrai plaisir. Merci également de nous accueillir ici. Alors évidemment, il va faire un peu chaud, mais pour ceux qui connaissent la question des autochtones, ça sera proche de la tente de sudation, donc on sera vraiment dans la problématique. Et puis surtout parce que c'est un bel endroit, et surtout ça montre un engagement de l'Université de Pau et des Pays de la Lourde sur cette question des autochtones, puisque non seulement on a cette journée d'aujourd'hui sur la question autochtone, on a demain le forum à Bayonne sur la suite, si j'ose dire, de cette journée avec la question du traumatisme historique, et on a lancé une étude globale sur la violence éducative et scolaire des peuples aux populations autochtones avec un groupe de recherche dont une partie des gens sont présents dans cette salle. Et donc, c'est le point de départ ou une étape d'un processus très profond sur ces questions-là. Et je sais que Zera est très impliqué et va être très impliqué sur cette question. Alors, parler et ouvrir le débat sur les peuples autochtones, je vais rester finalement assez modeste, car vous êtes les unes et les autres bien plus compétents que moi sur cette question, que je n'ai abordée moi que par le prisme de la justice transitionnelle. Mais ce que je souhaiterais dire, c'est que aborder la question du droit des autochtones, notamment dans une université française, c'est un exercice un peu difficile. C'est un exercice un peu difficile parce que le droit des autochtones, pour faire global, c'est d'abord un droit déstabilisant. Déstabilisant pour les juristes français parce que d'abord, il bouleverse nos certitudes historiques. Il bouleverse les mythes sur lesquels on a été éduqué, la capacité de produire un système de droit universel. Pensons à la manière dont est rédigée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La capacité de produire une mission civilisatrice. Une grande partie de l'histoire de France du 19e et du début du 20e siècle est basée sur la capacité que la France a d'apporter un modèle civilisationnel. La capacité aussi de dire qu'il n'existe qu'une forme spécifique de régulation juridique, qu'une forme de droit, et cette réalité-là est bouleversée par le droit autochtone. Le droit autochtone remet aussi en cause notre modèle étatique, la question de l'unité, de l'indivisibilité, un seul peuple, une seule langue. Tout ça, et on en parlait tout à l'heure, et Marc l'évoquait à présent, ce sont des mécanismes qui ne sont pas compatibles avec l'idée d'autonomie. Ce sont des mécanismes qu'on doit nécessairement remettre en cause. J'en veux pour preuve cette aberration linguistique et juridique qui fait qu'en France, nous n'avons pas le droit de parler de peuple autochtone pour notre constitution, pour notre État. Si vous le faites, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Outre-mer vous remet à votre place. Il n'y a pas de peuple autochtone en France, il y a des populations autochtones, car il n'y a qu'un peuple, c'est le peuple français. Et cette certitude-là est évidemment remise en cause par l'évidence des mécanismes autochtones. Donc je crois que c'est un mécanisme extrêmement déstabilisant. C'est aussi extrêmement déstabilisant, je pense, le droit autochtone, parce que ça renvoie notre système juridique à ses contradictions. Ça renvoie notre système juridique à l'obligation de sortir du mécanisme et du prisme de la norme pour s'intéresser au mécanisme de la réalité, pour s'intéresser au mécanisme des comportements. Parce qu'au fond, si on applique aujourd'hui à l'ensemble des populations autochtones de France, en France, les mêmes critères qu'aux autres citoyens, on se rend bien compte des résultats. Les résultats sont sociologiquement catastrophiques. La ségrégation sociale qui frappe les populations autochtones en France est forte. On va beaucoup parler de la Guyane. En Guyane, il y a des peuples amérindiens, 5, 6. Il y a une égalité, ils sont tous citoyens de la République. Aucun enfant amérindien n'a eu le bac. Aucun enfant amérindien n'a eu le bac. Ce qui veut dire clairement, Dieu sait pourtant que le bac n'est pas une preuve à ce point sélective, qui fait qu'il y a manifestement un problème.
Il y a manifestement un problème d'égalité et il suffit de regarder les conditions sociales, les conditions de vie des populations autochtones pour se rendre compte aujourd'hui que, alors que 50% des populations autochtones vivent dans les villes aujourd'hui, on a créé, et le système normatif français a contribué à créer une situation d'inégalité sociale manifeste. Et donc, il faut remettre en cause cette notion, comme de même d'ailleurs, il faut remettre en cause, ou il faut accepter l'idée que les populations autochtones peuvent avoir été frappées par des traumatismes spécifiques dus aux mécanismes d'assimilation, que ces traumatismes se transmettent. Il y a énormément de littérature au Canada, notamment sur la transmission intergénérationnelle des traumatismes, et intégrer ça dans notre appréhension du droit autochtone. Donc je crois que la première chose qu'il faut noter, c'est que le droit autochtone, c'est un droit déstabilisant pour toutes nos certitudes et qui nous oblige, me semble-t-il, juristes français, à revoir un certain nombre de prismes d'analyse et à accepter de remettre en cause des éléments fondamentaux que peut-être on considère comme naturels et qui le sont certainement, encore que dans une logique purement métropolitaine, mais qui disparaissent véritablement dans la confrontation avec ces populations, avec ces mondes-là qui sont culturellement extrêmement différents. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, et je voulais insister en ouverture, c'est dire que le droit autochtone n'est pas seulement déstabilisant, il est aussi un droit sensible. Un droit sensible, ça veut dire quoi? Ça veut dire au fond que les questions soulevées par les interrogations qu'on peut avoir sur le droit autochtone sont des questions absolument essentielles. Sont des questions que on ne peut pas ne pas voir et sont des questions qui sont bien plus délicates que des questions juridiques. Pourquoi? D'abord parce que le droit autochtone, le statut des peuples autochtones, la Convention 169 de l'OIT, c'est un mécanisme de décolonisation. Les populations autochtones sont des populations qui ont été colonisées, souvent par la force, qui ont été parfois extrêmement maltraitées et qui n'ont pas connu les mécanismes de décolonisation classiques des années 60 avec la sortie du territoire national. Ils sont des anciens colonisés dans le territoire de la République. Et je crois que cette question-là, elle est fondamentale. Et d'ailleurs, un grand nombre d'auteurs, quand ils analysent les dispositions, notamment onusiennes, sur la question des autochtones, soulignent le fait qu'il peut y avoir, au fond, deux processus de décolonisation. Le processus de décolonisation territoriale, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et le processus de décolonisation par l'acquisition de droits spécifiques relatifs à l'autochtonie, et qui peut être un moyen pour les communautés autochtones comment dirais-je, les moins nombreuses, d'obtenir un certain nombre de droits et d'obtenir la reconnaissance de leur statut. Et on voit bien d'ailleurs, si on regarde ce qui se passe en France, que les populations autochtones, en tout cas les partis politiques qui portent ces populations, qui portent ces aspirations, n'ont pas tous la même stratégie. Certains sont pour l'obtention de droits spécifiques dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler le droit relatif à la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail. D'autres sont pour l'acquisition de l'autonomie politique, voire de l'indépendance, et que tout ça dépend en grande partie d'ailleurs de la proportion d'autochtones sur le territoire donné. On ne se comporte pas de la même manière selon qu'on est extrêmement minoritaire ou majoritaire sur le territoire, mais en tout cas, on est dans un processus de décolonisation et je crois qu'il faut bien en avoir conscience. Deuxième question très sensible, c'est la question des enjeux, de la reconnaissance des droits des autochtones. Parce que qui dit processus de décolonisation, qui dit retour en arrière et acceptation de regarder comment dirais-je, avec réalité et avec une certaine forme d'honnêteté le passé, implique que l'on réfléchisse à la mise en place de mécanismes de réparation. Implique que la France également accepte de se dire que, comme d'autres États, la justice transitionnelle, l'évolution des commissions vérité peut être une solution qui, en France, serait adaptée. Il y a eu en France des enfants amérindiens en Guyane qui ont été placés de force dans des pensionnats chrétiens. Ces enfants ont subi manifestement un certain nombre de violences qu'ont subi les enfants canadiens, les enfants australiens, les enfants néo-zélandais, les Maoris, les enfants Sem, les enfants des territoires autochtones dans l'Union soviétique. Dans la plupart de ces États, des commissions vérité ont été mises en place. Et on sait combien la commission vérité canadienne, et nous avions il y a encore quelques mois avec nous, Marie Wilson ici, à Bayonne pour travailler avec nous, a eu une importance
sur le processus de reconstruction de la mémoire autochtone et sur la mise en place d'un droit à la réparation. Il faut accepter en France l'idée que ces mécanismes-là peuvent désormais s'appliquer. Et il y a d'ailleurs une forte demande pour la création d'une commission vérité en Guyane sur la question à la fois des pensionnats amérindiens et puis sur la question des eaux humains, puisque un certain nombre d'Indiens amérindiens de Guyane, je pense notamment à des Kali'na, ont été exilés au début du XXe siècle dans des zoos humains en métropole qui associaient un certain nombre de peuples colonisés de la République. Et des centaines de milliers de Français sont venus voir des Kali'na, des Africains, des Kanaks, à qui on avait demandé de jouer au cannibale ou de jouer à l'autochtone. Donc tout ça fait qu'il y a eu des pratiques qui sont, à mon sens aujourd'hui, des pratiques que l'on doit apprécier et auxquelles on doit faire face et faire face juridiquement. Ce qui veut dire que non seulement c'est une question sensible politiquement, mais c'est une question qui juridiquement nous amène à nous poser la question de quels sont les meilleurs instruments applicables pour pouvoir rendre cette forme spécifique de justice. Autre élément et dernier point de sensibilité ou de complexité, c'est que la question du droit autochtone, la question de reconnaître des droits aux populations autochtones et de leur reconnaître les droits à leur réalité culturelle, c'est aussi une question de prévention d'un génocide. C'est aussi une question de prévention d'un génocide. Il y a ici, dans cette salle, et je pense aux travaux qui ont été faits par Catherine Savard, des gens qui ont travaillé avec l'enquête nationale sur les violences faites sur les femmes et les filles autochtones au Canada, qui avaient abouti à la question du génocide. On a parlé de génocide culturel également, Mary Wilson le faisait à propos des enfants dans les pensionnats indiens. Le concept de génocide culturel est un concept extrêmement important. Et de toute manière, et même si on peut ne pas être d'accord sur la redéfinition de la Convention de 48, la question du droit autochtone, c'est la question d'un groupe, de la survie d'un groupe humain en tant que tel, et il faut peut-être admettre qu'il puisse exister des génocides qui ne soient pas des génocides qui utilisent la létalité, qui utilisent la destruction physique. Et encore que, on peut se poser la question également des conséquences dérivés des pratiques coloniales, des pratiques de domination, des pratiques d'assimilation. Je rappelle quand même qu'en France, qu'en 1900, à la Deuxième Guerre mondiale, ou à peu près, et je ne me souviens plus exactement de la date, le texte juridique qui organisait la vie des peuples autochtones en Guyane parlait du texte des catégories primitives. C'était le terme utilisé par le droit français, ce qui renvoie à la législation sur les sauvages canadiens. Donc, cette idée-là, elle fait qu'à un moment donné, on a tenté de déconstruire des groupes dans leur identité, avec des résultats souvent sociaux extrêmement difficiles, et qu'on parle de génocide. On parle de génocide parce qu'on parle de destruction d'un groupe. Et le nombre de personnes qui aujourd'hui, quand on regarde dans les communautés autochtones, sont frappées par la violence, sont frappées par le suicide, sont frappées par des pratiques autodestructrices, peut nous renvoyer à une deuxième étape de violence, sinon génocidaire, mais du moins qui remettent en cause l'existence du groupe. Donc je crois que ce dont nous allons parler aujourd'hui, et c'est pour ça que je voulais remercier Olivier tout à l'heure, parce que c'est important, c'est un droit à la fois déstabilisant, un droit extrêmement sensible, extrêmement important dans les enjeux qu'il porte. Alors, comment faire face? Comment répondre à ces défis? Eh bien, je crois que le colloque d'aujourd'hui et les débats de demain vont explorer un certain nombre de pistes, mais je vois poindre deux possibilités, deux pistes de réflexion. La première, c'est de créer un droit de la décolonisation interne, c'est-à-dire de mettre en place des mécanismes qui vont réparer un certain nombre d'injustices, qui vont rétablir l'égalité réelle, qui vont parfois permettre et autoriser la diversité, notamment linguistique, qui vont mettre en place des mécanismes de non-discrimination et des mécanismes qui permettent effectivement de lutter contre les discriminations qui existent, puisque la situation juridique française est de ce point de vue-là très compliquée. Donc on va nécessairement avoir des mécanismes de décolonisation par le droit. Mais je crois que si on veut faire justice aux autochtones, il ne faut pas se borner à ces mécanismes de décolonisation par le droit. Il faut engager une démarche de décolonisation du droit.
Engager une démarche de décolonisation du droit, ça veut dire accepter que des principes autochtones puissent se trouver applicables dans le système français. Qu'on puisse mettre en place ce qu'on appelle le pluralisme juridique, c'est-à-dire la coexistence dans certains domaines de règles applicables et tirées du système français et de règles qui sont tirées des cosmogonies autochtones et de la conception autochtone du droit. On peut très bien imaginer que, par exemple, pour ce qui concerne les autochtones, on applique, et je crois que c'est dans la Convention de 1969, le principe du libre consentement, ce qui n'est pas nécessairement un principe qu'on applique toujours en droit français. On peut évidemment mettre en place des processus de résolution de certains conflits ou de certains litiges juridiques par des mécanismes autochtones. Et puis peut-être, et c'est peut-être là-dessus que je voudrais à la fois conclure et puis placer la réflexion globale que nous pourrons avoir, peut-être que la décolonisation du droit implique également que nous acceptions que dans nos systèmes juridiques, applicables à l'ensemble des citoyens, on voit un certain nombre de mécanismes autochtones. Je réfléchis par exemple à ce mouvement du néo-constitutionnalisme qu'on a connu en Amérique latine, dans l'Équateur notamment ou en Bolivie, qui consiste à accorder à la terre-mère, la Pachamama, pour reprendre le titre de la constitution équatoriale de l'Équateur, des droits spécifiques, un statut spécifique. Pourquoi je cite cette notion? D'abord parce que ça se développe de plus en plus. On a l'Équateur, la Bolivie a adopté des actes juridiques importants. Me semble-t-il, une cour républicaine, enfin une cour d'un État fédéré en Inde a considéré que le fleuve, le Gange, avait aussi une personnalité juridique et des droits. C'est la même chose pour la Nouvelle-Zélande, qui a reconnu ça pour des fleuves et pour le mont Taranaki. Mais non seulement cette forme de nouvelles règles apparaît maintenant, sinon de plus en plus, mais de manière assez insistante dans les systèmes de droit occidentaux, mais on s'aperçoit qu'elle est extrêmement liée aux cosmogonies autochtones et que dans certains cas, ce sont des autochtones qui sont chargés de la faire respecter. Je pense notamment à la réglementation néo-zélandaise sur le respect des droits d'un fleuve, notamment en Nouvelle-Zélande. On voit bien qu'il y a ici une pénétration de l'inspiration juridique autochtone dans les systèmes occidentaux applicables à l'ensemble des citoyens. Et je crois que ça, c'est une mutation sur laquelle il faut réfléchir. C'est une mutation à laquelle il faut réfléchir parce que si on prend la peine d'y penser un peu, c'est une mutation fondamentale de nos systèmes juridiques. Nos systèmes juridiques étaient des systèmes basés sur l'homme, des systèmes anthropocentristes. L'homme était le centre du système juridique. Là, on va avoir des systèmes écocentristes. C'est-à-dire que l'homme est considéré, l'être humain, est considéré comme un être vivant à l'intérieur d'un système vivant, pour reprendre la définition qu'a donnée Claude Lévi-Strauss. Et je crois que ça, c'est une mutation très importante de nos systèmes juridiques et je crois qu'il faut intégrer cette réflexion. Nous sommes plusieurs ici à être des constitutionnalistes, élevés à l'école du contrôle de constitutionnalité, du normativisme, mais je crois que cette évolution du droit constitutionnel est quelque chose qui mérite d'être réfléchi, notamment dans le cadre cultiver les deux pistes dont tu as parlé, droit de décolonisation interne, démarche de décolonisation du droit pour peut-être un nouveau constitutionnalisme. Et on va commencer par le premier atelier qui va être présidé, je l'en remercie, par Mathilde Laporte, sur premier atelier, première session, sur le droit autochtone, ainsi qu'on l'a intitulé, saisi par l'État, en rappelant chacun un temps de parole assez contraint de manière à ce qu'on puisse ménager par la suite des temps de débat. Et Mathilde cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voulais d'abord vous remercier évidemment pour l'invitation aujourd'hui. Je suis très contente d'être là et de participer à nos échanges. Sans plus tarder, je cède la parole au premier intervenant, à Éric Tinck, qui est doctorant en histoire du droit à l'Université de Toulon et dont la thèse porte sur les engagés, le politique et les Antilles au XVIIe siècle, une conquête juridique de la liberté contractuelle. Et votre intervention d'aujourd'hui portera sur le peuple malgache avant la colonisation française, des droits autochtones
au droit intrinsèque. Je vous cède la parole. Madame la Présidente, merci beaucoup. Vous me permettrez également de remercier les organisateurs de la proposition. Je voudrais préciser quand même d'entrée de jeu, concernant ce titre, que mon propos va se limiter au XVIIe siècle, dont je suis plus particulièrement spécialiste, et que je laisserai volontiers de côté ce qu'on appelle traditionnellement le Second Empire colonial, hein, avec la présence française au-delà des années 1880, donc que je ne traiterai pas ici, pour me centrer davantage sur les années 1630-60, c'est-à-dire les années précoloniales où se met en place un tout premier système de colonisation de Madagascar par les Français. Je propose ici donc une approche par l'histoire du droit, et je veux m'intéresser plus particulièrement à ce qui pourrait être le corpus des droits autochtones malgaches avant leur réduction par la puissance coloniale. En particulier, regardez si, au fond, on a une évolution, ou si on peut percevoir une évolution entre ces droits malgaches tels qu'on pourrait les saisir dans ces années 1630-50, et puis ce que l'on parvient encore à saisir ensuite dans ce qui serait, au fond, les droits intrinsèques que la puissance coloniale va concéder ou limiter au peuple malgache. Alors, l'intérêt est peut-être d'autant plus grand que si on compare à la même époque, par exemple dans les Antilles, on sait que les Amérindiens ont depuis longtemps perdu leurs droits, déjà depuis l'époque espagnole, hein, au XVIe siècle, et qu'au XVIIe siècle, lorsque les Français arrivent, eh bien, au fond, je dirais, le travail d'élimination de ces droits amérindiens a déjà été fait. Le français s'installe dans les Antilles sans que la question ait à se poser de ces droits autochtones qui n'existent plus. À Madagascar, en revanche, il semble effectivement qu'on ait bien des droits particuliers, hein, au moment où on peut les saisir avec l'arrivée donc de la conquête coloniale. Alors, c'est à travers cette relation que je vais examiner de plus près certains textes, et notamment un texte qui émane d'un navigateur marchand originaire de Rouen, parti en 1638 depuis Dieppe, et qui nous raconte donc son histoire, cette aventure à travers une partie de l'île de Madagascar, essentiellement la partie sud et sud-est de l'île. Cette histoire donc racontée par ce navigateur marchand en 1638, elle ne nous est pas connue directement par le navigateur lui-même, mais par un récit rapporté quelques années plus tard par un avocat dijonnais, en 1651, qui sert en quelque sorte d'intermédiation, hein, pour nous narrer cette histoire, cette aventure à travers une partie de l'île. Alors, le récit, donc, vous vous en doutez, donc prend une forme indirecte, puisqu'on est sur un navigateur qui ne parle pas lui-même directement, mais que l'on fait parler à travers le regard d'un avocat, ce qui peut finalement paraître déjà un inconvénient, hein. Mais inconvénient peut-être qui peut être au fond corrigé par le fait que l'avocat ici se pose sans doute des questions que ne se serait peut-être pas posées le navigateur marchand en termes juridiques. Donc l'approche de ce texte, ce texte presque unique en quelque sorte sur cet avant colonial, nous est précieux parce qu'il nous donne à voir toute une série d'interrogations sur Madagascar, sur ces peuples ou ce peuple malgache, on posera la question de la pluralité peut-être, hein, et à travers le prisme certes européen, mais d'un avocat qui lui-même, mais par ailleurs connu, pour être quelqu'un qui s'intéresse à différentes populations à travers le monde. Alors, sans doute dans une approche de curiosité intellectuelle qui est la sienne, mais au-delà, sans doute parce que cet avocat dijonnais des années 1640-50 s'intéresse au Yuzhgen-tube,
Il est soucieux, à mon avis, de constituer un corpus documentaire à partir de textes, de récits, mais aussi une réflexion sur ce Jugendstum, un peu dans le prolongement des débats qui commencent à dessus, par exemple avec De Grotius ou avec Selden dans les années qui ont précédé. Il se situe sans doute dans cette prolongation. Je n'en dirai pas plus sur le fait que l'avocat Dijonais est intéressant aussi peut-être parce qu'il y a, semble-t-il, un courant bourguignon à ce moment-là qui s'intéresse aux Amériques et qui s'intéresse aux pays lointains, peut-être parce que les Condés ont été vice-rois des Amériques. Donc, il y a là peut-être des liens à creuser pour comprendre pourquoi cet intérêt de certains auteurs bourguignons dans cette période. Voilà, je n'en dirai pas plus ici, ce n'est pas évidemment le sujet. Donc, ce texte nous donne à voir, à travers ce témoignage d'environ 200 pages, toute une série de questionnements sur le peuple malgache, ses droits, il y a finalement la recherche sans doute chez l'auteur de ce qui peut constituer en quelque sorte des exemples-là, c'est-à-dire finalement le souci d'un formalisme juridique et d'un culturalisme ethnique. Il y a, comme je l'ai dit, finalement l'inconvénient, évidemment, d'un regard européen ethnocentré, mais à n'en pas douter, on est véritablement sur un texte qui nous permet de pénétrer, malgré tout, ce qu'on pourrait appeler de façon un peu osée l'ordre juridique malgache en ce XVIIe siècle précolonial. Ce qui ressort de l'ensemble de ces 200 pages, c'est qu'on a véritablement affaire à une sorte de cosmogonie. L'univers malgache repose finalement sur tout un ensemble, sur tout un système de valeurs qui mobilise le bios, l'ethos et l'ethnos du peuple malgache, à travers lequel le droit peut s'exprimer. L'auteur, évidemment, vous vous en doutez, est soucieux de la comparaison entre le droit malgache et le droit interne français. Et les comparaisons qu'il peut être amené à faire ne sont pas, au fond, bien sûr, sans intérêt pour la compréhension du droit malgache lui-même. Ce droit malgache, il repose fondamentalement sur un rapport à la terre, à l'environnement animal, végétal, qui se présente tout à la fois comme un mode de vie culturel, mais aussi comme un ensemble de procédures possibles. Par exemple, dans les procès, l'animal, la chèvre, le veau ou le bœuf, sont potentiellement des épices qui servent à payer les frais de procédure, mais sont aussi des éléments de compensation en cas, au fond, de litige entre les parties que l'on peut offrir en dédommagement. On voit dans ce texte la figure omniprésente du bœuf, c'est-à-dire en fait du buffle, qui ressort presque, je dirais, à chaque coin de page, aussi bien dans la vie quotidienne, dans les échanges commerciaux, que véritablement dans l'exercice de la justice, dans les dons qui peuvent être faits entre les différentes parties. Alors, que nous dit ce texte à propos, par exemple, du droit pénal? Il y a peut-être aux yeux de l'occidental une certaine brutalité qui peut ressortir dans cet exercice du droit pénal, parce que finalement, il ressort au fond qu'il y a une absence complète de prison, de capacité à rendre justice dans les matières criminelles, autrement que par la condamnation à mort. On ne peut pas, au fond, envisager la prison, elle n'existe pas, et donc la condamnation à mort est finalement la peine capitale que l'on applique de façon très nette
je ne dirais pas systématique, mais en tout cas que l'on applique pour les crimes les plus forts. La condamnation pénale, elle peut aussi être celle de, par exemple, couper les mains des femmes adultères ou encore clouer les mains des voleurs. Bon. Donc, il y a là, évidemment, en fait, le souci de faire exemple et d'expurger de la société, au fond, ceux qui paraissent indésirables et avec lesquels on ne veut plus vivre. Petite précision intéressante, il n'y a pas de bourreau au sens chez nous, et finalement, l'exécution est presque un devoir et un honneur quand le juge souverain a, au fond, prononcé sa peine capitale. Il appartient à tous les sujets, au fond, de pouvoir se montrer digne de cette sujétion à la souveraineté et de faire justice au nom de la condamnation. Il n'y a pas d'indignité à, par exemple, décapiter le condamné à mort, mais au contraire, il y a là le signe d'un honneur dans le fait d'exécuter la peine. Cette justice, elle est évidemment totalement différente de ce que l'on peut connaître à la même époque en France. Le tribunal, le juge n'est pas un professionnel, ce n'est pas un magistrat, c'est le seigneur du lieu, entouré des maîtres de village, ou le souverain, roi de la province lui-même, entouré de sa cour, et il n'y a pas d'avocat. Le condamné doit, enfin, pardon, l'accusé doit se défendre par lui-même, et ce sont les témoins et les requérants qui font le reste de l'affaire. Sur le plan civil, il y a en revanche la recherche d'une plus grande, je dirais, résolution des litiges de façon beaucoup plus pacifique. L'objectif, au fond, c'est de pacifier les relations dans les populations. Si le mari trompé, par exemple, par sa femme, ne porte pas l'affaire au pénal, et bien finalement, il peut se contenter d'une simple répudiation civile en récupérant la dot. Si le mari se sépare sans motif grave, il maintiendra son apport initial à son époux. Il n'y a pas finalement de faute de celle-ci. Si on regarde également ce que nous dit ce texte du côté de l'organisation des règles du politique, pour savoir au fond si on peut dégager un certain nombre de lois inaliénables ou de règles informelles, il y a bien une souveraineté autochtone. Mais elle ne s'applique que dans un cadre territorial donné, car il n'y a pas au fond une unité malgache. Des identités politiques nombreuses et, de surcroît, au moment où le texte nous porte ce témoignage, des entités en conflit entre elles. Il y a l'apparence d'une nation unie autour d'une langue, du moins celle que l'aviateur Marchand a connue dans le sud et l'est de l'île. Mais est-ce qu'on peut parler finalement d'un seul peuple malgache? À l'intérieur de l'île, certains ne reconnaissent l'autorité d'aucun seigneur. Il n'y a donc d'autorité qui s'impose véritablement nulle part, aucun seigneur pour certains, mais au contraire la reconnaissance d'un pouvoir monarchique chez d'autres. Il y a bien une relation de type féodal avec l'autorité suprême, mais cette féodalité, elle existe d'abord bien sûr sur le plan militaire, mais elle peine à s'imposer parce que, au fond, la figure du monarque n'apparaît pas véritablement comme la figure sacrée. On peut la connaître en France. Cette figure sacrée ou cette sacralité du monarque ne semble pas très poussée,
Le roi lui-même se plaint souvent que ses vassaux ne semblent pas toujours le suivre dans les conflits guerriers, militaires qu'il recherche. Ce qui fait d'ailleurs se poser la question à l'auteur de savoir au fond s'il y a une religion, s'il y a un rapport au divin des Malgaches. L'auteur, à de nombreuses reprises, se demande si ceux-ci ne seraient pas finalement des Mahométans, alors que par ailleurs, il les croit, il les pense sans croyance, ou avec une religion informelle et mal organisée. On sent chez l'auteur une hésitation à pouvoir qualifier le mode de vie religieux et spirituel des Malgaches eux-mêmes. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est qu'à l'intérieur de ce système de cours, qui vient de ce monarque qui règne sur la partie sud de l'île, que chez certains seigneurs des provinces, il y a une hiérarchie qui se dégage autour de la question de la couleur de la peau. La peau claire semble toujours classée en premier, en toute circonstance, et les Malgaches à la peau noire ou foncée viennent toujours en second. Cela vaut aussi pour les reines ou les épouses des seigneurs locaux. Alors évidemment, on ne peut pas se poser la question de savoir si ce classement de la couleur de peau, de la primauté au blanc, ne viendrait pas tout simplement du rapport à l'esclavage, surtout que les Hollandais sont dans le coin déjà anciennement, hein, ils naviguent depuis le cap de Bonne-Espérance vers les Indes, ils fréquentent aussi Madagascar, côtoient les Français, les Portugais bien sûr, parce que le roi dont il est question a lui-même vécu au Mozambique, il parle fort bien le portugais. Il y a donc un rapport aussi à l'esclavage indéniable dans cette classification de la couleur de peau au sein du pouvoir politique. Mais si la question, donc évidemment, peut aussi se poser dans le rapport à l'esclavage, évidemment très présent dans la région, il faut quand même évidemment aussi remarquer que il y a en réalité une génétique qui maintenant nous est beaucoup mieux connue, de transmission de cette eau claire, c'est a priori par des recherches génétiques, je m'abrite derrière certaines études, je n'en suis pas, que la transmission se fait plutôt par les femmes, alors que le pouvoir à l'intérieur du couple, et évidemment y compris du couple royal, est un pouvoir masculin, sans ambiguïté. Or, la transmission dynastique, monarchique, se fait non pas comme chez nous par les fils, mais par les gendres. Donc il y a une filiation du pouvoir qui n'est pas la filiation de père à fils, mais de beau-père à gendre, qui souligne bien évidemment du coup l'importance des femmes dans cette transmission du pouvoir, et ce qui est confirmé finalement par un pouvoir aulique qui semble essentiellement horizontal, beaucoup plus que vertical. On le voit à travers cette notion de maison qu'emploie de nombreuses reprises. La maison, c'est bien sûr le palais physique, matériel, mais c'est aussi en réalité l'organisation dynastique. Il y a un système horizontal où, par les femmes et par les gendres, on cohabite autour du roi et autour des seigneurs. Donc, les alliances matrimoniales semblent finalement primer sur le lignage, l'horizontalité plutôt que la verticalité. Très rapidement, puisqu'il me reste apparemment peu de temps, ce qui est intéressant pour ce texte, témoignage presque, je dirais, unique, c'est qu'on pourrait évidemment se poser la question de son authenticité ou de sa manipulation. Je pense qu'il n'en est rien parce que, à regarder les textes postérieurs et légèrement postérieurs, de la fin des années 1650 et 60, au moment où la colonisation commence vraiment à prendre corps, avec l'arrivée de plusieurs centaines de colons,
eh bien, on a des textes beaucoup plus nombreux qui nous donnent à voir un remaniement des droits. Les droits autochtones, tels que le texte initial nous les donnait à voir, il ne reste plus que des droits intrinsèques, extrêmement limités, extrêmement réduits, en particulier, bien sûr, avec la question qui fâche, celle de la polygamie, que l'on veut à tout prix supprimée, résorbée. On a conscience qu'elle sera résorbée dans la durée. Il faudra sans doute 1 ou 2 générations, dit-on, mais on veut passer à un système de monogamie, on veut imposer le christianisme. Et au fond, ces droits intrinsèques ne vont plus être réduits qu'à la famille, au droit de la famille et au droit de la génération, c'est-à-dire finalement la reproduction des malgaches, à qui on ne laisse plus de droit véritable autre que ce droit privé, strict de la famille. Et par contre-coup, ces textes des années 1660, du coup, nous donnent un regard en miroir, en jeu de miroir, sur ce premier texte, qui, lui, nous semble révéler des choses plus intéressantes. Alors, la recomposition donc de l'ensemble des droits dans ces textes des années 60 nous montre qu'on passe bel et bien d'un système où il y a des droits autochtones malgaches tels qu'ils nous sont donnés à voir dans ce texte de 1651, à un système de droit intrinsèque extrêmement plus limité, plus restreint, à partir du moment où le colonisateur s'impose et ne voit plus le malgache que comme finalement une population qu'on peut coloniser. L'un d'entre eux nous dit « les naturels sont tous nègres, fort peu de blancs, encore sont-ils tous basanés ». On voit que là, la couleur de peau a complètement modifié le regard sur le politique. Cela ne vous surprendra évidemment pas, la couleur de peau sert d'alibi pour imposer la domination, non plus des blancs malgaches, mais des Européens. Voilà. Bon, je conclurai peut-être là-dessus. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour cette belle intervention. Sans tarder, je cède la parole à Clément Lacombe, qui est doctorant en droit public dans cette université et qui consacre sa thèse aux consommateurs d'énergie autonome. Votre intervention aujourd'hui porte sur le statut personnel, comparaison franco-française. Mesdames, Messieurs, je vais tout d'abord commencer par formuler un certain nombre d'excuses. Premièrement, veuillez m'excuser pour cette contribution qui ne s'inscrit pas dans une optique de droit comparé. L'analyse sera franco-française et comparera ce qui fut, ce qui est et ce qui pourrait être. Je regrette d'ailleurs que ce colloque n'ait pas eu lieu en décembre pour la salle, mais aussi parce que j'aurais pu filer une métaphore autour des Noëls passés, présents et futurs. Deuxièmement, veuillez m'excuser parce que cette contribution n'est pas le fruit de recherches exhaustives, mais surtout terminées. Elle est en réalité le point de départ de nouvelles recherches. Lors d'une étude précédente sur le régime linguistique, suite à la censure de la loi dite Molac, il avait été réaffirmé qu'en France, il serait inconstitutionnel de subordonner le droit à l'enseignement d'une langue à un quelconque principe de territorialité. C'est une logique qui dicta le caractère inconstitutionnel de l'enseignement immersif des langues régionales en France. Et le cas contraire aurait permis une préférence territoriale qui aurait pu gouverner le recrutement, ce qui fut d'ailleurs institué en Nouvelle-Calédonie par une révision constitutionnelle. L'idée pour cette contribution était ainsi de sortir par la porte et rentrer par la fenêtre avec de nouveaux arguments non liés à la territorialité, mais au statut personnel des peuples, ce qui paraissait correspondre aux sujets qui seront abordés lors de ce colloque. Si c'est bien par une porte étroite que fut censuré l'enseignement immersif de l'usage des signes diacritiques lors de la censure de la loi dite Molac, la fenêtre d'une section du peuple français ou de communauté d'origine paraît-elle encore plus étroite. De plus, si la question paraît de prime abord juridiquement assez restreinte, elle est politiquement compréhensible. En grande partie, si les Corses, les Basques ou les Kanaks demandent plus d'autonomie pour leur territoire, c'est en grande partie parce qu'ils considèrent que ces territoires sont les territoires du peuple corse, du peuple basque, du peuple kanak. Toutefois, même si la question est restreinte, elle n'est pas dépourvue de toute matière juridique.
En effet, la décision 91-290 d'essai du Conseil constitutionnel fut on ne peut plus claire sur l'inconstitutionnalité de la mention du peuple corse composante du peuple français. L'article 1er de la loi du 13 mai 91, censuré, énonçait que la République française garantit à la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse, composante du peuple français, les droits à la préservation de son identité culturelle. Ce qui ne laissait aucun doute quant à la tentative de faire des Corses un peuple à part, presque un peuple autochtone, sûrement contestable. Juridiquement, cette décision se comprend par la valeur constitutionnelle du concept juridique de peuple français, et parce que l'unité, et là je cite, assimilée à l'égalité, la première permettant d'atteindre la seconde. Pourtant, cette même décision rappelle que la Constitution de 1958 distingue le peuple français des peuples d'outre-mer et qu'il leur est reconnu un droit à la libre détermination. Aussi, sans débattre sur le caractère d'outre-mer de la Corse, s'ensuit une distinction opérée par le Conseil constitutionnel dans sa décision entre Français de métropole et Français d'outre-mer. L'exception métropole n'est d'ailleurs pas anodine et renvoie à l'imaginaire colonial. Il y aurait donc une distinction juridique entre les peuples d'outre-mer et des peuples soi-disant continentaux. Pourtant, le critère de l'insularité ne paraît pas être le critère choisi par le Conseil constitutionnel. Le cas contraire, la décision relative à la Corse aurait été différente. Il y aurait donc un critère différent qui serait lié, selon nous, à cet imaginaire colonial, ce qui n'est pas le cas en métropole, et les peuples d'outre-mer pourraient être une référence cachée aux peuples colonisés, peuples autochtones. Pour vérifier le propos, il suffit d'ailleurs de remonter la généalogie de collectivités d'outre-mer. Il fut avant 2003 des territoires d'outre-mer. Ces territoires d'outre-mer, eux-mêmes, sont issus du titre 8 de l'Union française de la Constitution du 27 octobre 1946 et remplacèrent le statut territorial de colonie. À noter toutefois que la Constitution de 1946 fit le choix de départementaliser les 4 plus anciennes colonies, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Il faut noter aussi que l'importance des territoires d'outre-mer en 1946 était bien plus importante qu'aujourd'hui, regroupant plus d'une vingtaine de territoires pour une population alors plus importante que la population métropolitaine. Concernant le régime juridique de ce titre 8, l'article 72 était particulièrement important. Ce dernier disposait que dans les territoires d'outre-mer, le pouvoir législatif appartient au Parlement en ce qui concerne la législation criminelle, le régime des libertés publiques, l'organisation politique et administrative. En toute autre matière, la loi française n'est applicable dans les territoires d'outre-mer que par disposition expresse ou si elle est étendue par décret au territoire d'outre-mer après avis de l'Assemblée de l'Union. On retrouve ainsi une filiation avec l'actuel article 74 de la Constitution instituant la spécialité législative pour les collectivités territoriales qui y sont soumises. Toutefois, si la distinction entre peuples d'outre-mer et continentaux peut être basée sur le passé colonial, cette distinction est basée sur un critère territorial et non sur le critère que nous allons aborder, le statut personnel. Avant de développer sur le caractère restreint de ce critère, il est nécessaire de le définir. On peut ainsi dire que le statut personnel englobe toutes les questions de droit qui concernent directement la personne, l'état civil, non, la capacité, les mesures de protection des incapables, par exemple, l'union libre, le mariage, sa formation, ses effets, sa dissolution, la filiation par le sang et adoptive, leur établissement, leurs effets, le régime matrimonial et les successions. Bien connu en droit civil, le statut personnel n'est pas inconnu en droit constitutionnel et peut être retrouvé à l'article 75 de la Constitution qui indique que les citoyens de la République qui n'ont pas de statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé. Cet article fait lui-même référence à l'article 34 de la Constitution qui dessine les contours du statut personnel avec, je cite, la nationalité, l'État, la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités.
Pour revenir à l'article 75 de la Constitution, Guy Carcassonne indiquait qu'il s'agissait en 1958, poursuivant ce qui était déjà fait en 1946, de permettre aux citoyens de l'outre-mer de conserver le statut civil qui était le leur avant la colonisation. S'ouvre alors une fenêtre où constitutionnaliste pourrait s'engouffrer pour plaider la reconnaissance de droits spécifiques liés au statut personnel. Toutefois, cette fenêtre est mince. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, a posé un impératif catégorique. L'unicité du peuple français, je cite, s'oppose à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, définis par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance. La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires fut ainsi jugée contraire à la Constitution en ce qu'elle confère des droits spécifiques à des groupes, des locuteurs de langues régionales ou minoritaires à l'intérieur de territoires dans lesquels ces langues sont pratiquées. C'est ainsi donc que je vais formuler une nouvelle série d'excuses. Mon propos sur le statut personnel ne paraît, a priori, ne pas avoir d'avenir en droit positif. Juridiquement, la consécration d'un tel statut pour des populations continentales, si l'on peut considérer la continentale, paraît cadenassée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. D'ailleurs, le cadenas juridique déjà bien solide fait pâle figure par rapport au verrou politico-philosophique qui est notre histoire républicaine, jacobine et socialiste. En droit constitutionnel, l'unicité du peuple français et l'égalité entre les citoyens semblent empêcher toute différenciation entre les 10 citoyens. Il est ainsi peu probable que le statut personnel puisse être ce petit supplément d'âme permettant plus d'autonomie à certaines populations. Cette contribution ne prétendra pas le contraire. Toutefois, mes recherches ont abouti à 2 constatations. La première est qu'il y a très peu de recherches sur le statut personnel en droit constitutionnel. Comme toujours, il peut y avoir 2 explications. Soit le statut personnel est un angle mort du droit constitutionnel, soit il n'y avait rien à chercher. Sur ce point, j'espère sincèrement que la première explication était la bonne. La seconde constatation est que les exemples de statut personnel instituant des droits spécifiques à des populations spécifiques sont assez nombreux. Le but de cette contribution ne sera donc pas de proposer de façon sûre et certaine une proposition doctrinale sur l'encadrement juridique du statut personnel, je botte sûrement en touche, mais mon champ de compétences n'est que très limité en droit constitutionnel, d'autant plus sur les questions traitant des populations autochtones et ou d'outre-mer. Mais par l'exemple, j'espère démontrer que le statut personnel est digne d'intérêt scientifique et j'attends d'ailleurs de ce colloque, plus que présenter ma contribution, une affirmation, j'attends vraiment une affirmation que cette intuition est digne d'intérêt afin de savoir si d'ultérieures recherches seraient pertinentes. Alors que je déconseille fortement à mes étudiants de le faire, je vais donc vous proposer un plan historique en 3 parties, basé sur une accumulation d'exemples de ce que, en France, le statut personnel a été et pourrait être. Grand 1, ce que le statut personnel a été, l'exemple de l'Algérie française. Quelques précisions s'imposent ici. Tout d'abord, quelques précisions politiques. Ici, il n'en sera pas question. Ensuite, quelques précisions juridiques sur l'organisation du territoire de l'Algérie française. L'exemple est très intéressant quant à l'application d'un statut personnel apportant des droits spécifiques, car contrairement à l'outre-mer, l'Algérie française était considérée comme partie intégrante du territoire métropolitain depuis 1848. L'existence des départements d'Alger, d'Oran et de Constantine ne fut pas remis en cause par la Constitution de 1946 ni par la Constitution de 1958. Il y a donc une coexistence en France, il y a eu une coexistence en France entre un régime juridique afférent peuple autochtone, même si c'est anachronique de dire ça, et la présence de ceux-ci sur le territoire considéré comme métropolitain. S'il y a beaucoup à dire sur l'organisation territoriale en Algérie, il n'en sera pas question ici. Toutefois, il faut avoir en tête, comme certains auteurs l'ont écrit, que dans le cadre de la réorganisation territoriale entreprise en Algérie, de juin 1956 à janvier-février 1961, il y a eu des expériences extrêmement poussées de la régionalisation administrative, économique, de la déconcentration au niveau du département et de l'arrondissement. Mais ces réformes firent néanmoins l'unanimité contre elles, perçues comme trop tardives par les musulmans et perçues comme la fin des Français en Algérie par les Français.
Ce qui nous intéresse toutefois est ce que l'on pourrait considérer comme le statut personnel. En Algérie, le nœud gordien de l'assimilation fut le refus de la citoyenneté française aux musulmans ne reniant pas le statut personnel associé à la religion. À la polygamie, le droit de djèbre, la théorie de l'enfant endormi, le privilège mâle en matière de succession. Ce refus de citoyenneté française fut d'autant plus contesté que le décret Crémieux de 1870 attribua officiellement la citoyenneté française aux 37 000 juifs algériens sans demande de renonciation de leur religion. La question du statut personnel ne fut réglée finalement qu'entre les années 1944 et 1946. Ce fut d'abord l'ordonnance du 7 mars 1944 du Comité français de libération nationale qui abrogea le régime juridique de l'indigénat et disposa que la loi s'applique indistinctement aux Français musulmans et aux Français non musulmans. Toutefois, cette ordonnance n'eut pour effet que de consacrer le même statut civil de droit commun pour ceux qui, la veille, étaient indigènes. C'est la loi du 7 mai 1946 qui paracheva le dispositif juridique, donnant la qualité de citoyen à tous les ressortissants de la communauté, au même titre que les nationaux français de métropole. Se mit alors en place un régime juridique hybride, les Algériens pouvant avoir leur statut civil régi par le droit local, sauf volonté contraire de leur part, en demandant au juge de leur reconnaître le statut civil de droit commun. Cette possibilité ne fut pas contestée par la Constitution d'octobre 1946, qui, à son article 82, mit en place le même dispositif que l'actuel article 75 quant au statut personnel. Enfin, par rapport au régime linguistique, l'administration en Algérie était divisée en deux sous-administrations. L'une de droit commun et l'autre pour les questions purement musulmanes. La langue associée, français ou arabe, ne posait aucun problème insurmontable et intronisait un quasi-plurilinguisme administratif ou principe de pluri-officialité. Ce régime linguistique était ainsi, par ricochet, en lien avec le statut personnel. En effet, c'est bien en fonction de son statut personnel que chaque administré choisissait l'administration qu'il allait consulter et ainsi la langue qu'il allait préférer et qu'il allait parler. Pour conclure sur ce point, il y avait donc bien, en Algérie française, un statut personnel s'appliquant à une population qui serait aujourd'hui considérée comme autochtone, alors même que ce territoire était considéré comme métropolitain. Cet exemple passé est d'autant plus intéressant au regard d'exemples présents en France de statut personnel. Nous pouvons maintenant passer au grand 2, ce que le statut personnel est, l'exemple de l'outre-mer. Le droit des collectivités territoriales d'outre-mer est un droit on ne peut plus intéressant du fait de la disparité de régime juridique entre lesdites collectivités, rendant inopérant toute tentative de systématisation. L'on pourrait penser en premier lieu à la Nouvelle-Calédonie, mais l'exemple le plus frappant de dérogation au droit commun est sans nul doute Wallis et Futuna, qui est régi par 3 rois. Concernant le statut personnel, il est si bien défendu que ce sont les églises qui s'occupent des registres des naissances et le droit coutumier s'exerce même en matière pénale. Toutefois, dans le cadre de cette analyse du statut personnel, il semble que celui-ci soit gouverné par 2 caractéristiques juridiquement intéressantes. La première caractéristique est, et là je détériore sûrement un concept de droit constitutionnel, mais qui serait un effet cliquet s'imposant au statut personnel. Et le second est la relativité du principe d'unicité du peuple français, qui s'oppose à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, définis par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance, pour reprendre les mots du Conseil constitutionnel. Pour ce qui est de l'effet cliquet, du statut personnel, il faut reprendre la lettre de l'article 75. Pour rappel, les citoyens de la République qui n'ont pas le statut de droit civil de droit commun, c'est visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé. En premier lieu, il est donc possible que de renoncement en renoncement, le statut personnel disparaisse du droit positif au profit du statut civil de droit commun. C'est une issue peu probable, mais elle est un premier élément. Un second élément, dévoilant un certain effet cliquet, est la restriction du dit statut personnel du fait d'encadrements législatifs successifs. L'exemple le plus connu est l'encadrement successif du droit coutumier à Mayotte. Pour les personnes nées à partir du 1er janvier 2005, la polygamie et la
répudiation unilatérale n'est plus possible. Le choix d'une application non immédiate est seulement applicable pour des personnes à naître, et d'ailleurs en lui-même assez éclairant sur l'importance du statut personnel pour les personnes concernées. Reste alors à Marriott les règles concernant la propriété foncière, qui, pour reprendre les mots de Guy Carcassonne, est plus souvent détenue et transmise par les femmes, offrant un système matriarcal suffisamment rare et original pour mériter d'être préservé. Un dernier argument concernant la présence d'un effet cliquet pourrait être trouvé dans ce contentieux original qui donna lieu à la décision du Conseil d'État du 28 mars 2008, étant en cause la loi de ratification de l'annexion d'une partie de la Polynésie française, où le roi d'alors, en 1880, avait négocié et obtenu le maintien du droit coutumier pour sa population. Toutefois, l'ordonnance du 24 mars 1945 imposa l'emploi du Code civil et devant une action en contrôle de conventionnalité, le Conseil d'État se montra très clair que par leur ratification en vertu de la loi du 30 décembre 1880, les déclarations susmentionnées ont entraîné le transfert entier et définitif de la souveraineté des îles de la société et dépendance à la France, qu'elles ont produit à cette date tous leurs effets quant au gouvernement de la Polynésie. De cette décision peut ainsi être déduite l'impossibilité pour des peuples autochtones de se prévaloir de dispositions conventionnelles antérieures à leur annexion par le territoire français. Concernant le caractère relatif de l'unicité française, je passerai très rapidement donc sur la révision. Il y a eu une révision constitutionnelle qui permit une citoyenneté kanak avec un certain nombre d'avantages reconnus, que celle-ci est un argument qui est peu recevable à droit constitutionnel constant car lié à une révision constitutionnelle, qu'on peut retrouver pour des populations qui n'ont pas normalement de statut personnel, certains droits collectifs qui se rattachent au principe d'autochtone, notamment en Guyane, dont le code forestier, pour des économies de subsistance. Et je passerai donc très rapidement, pour terminer, sur ce grand 3, ce qui pourrait être l'exemple de la Corse. La question de ce qui pourrait être n'est pas anodine. On peut le voir avec la nuit de dimanche à lundi qui a ravivé un certain nombre de tensions, où on a entendu les cris « à Francia Fora » et où le FLNC a refait ses propositions constitutionnelles, notamment liées au statut personnel qui pourrait s'exercer. C'est pour ça qu'ici, nous posons la question de la possibilité d'un contentieux à droit constitutionnel constant, et c'est là ma conclusion, reposant sur la reconnaissance d'un statut personnel corse, dont découleraient certains droits, comme la co-officialité, qui sera un élément essentiel de la culture corse. Dans le cadre de ce contentieux, il pourrait être essayé de faire reconnaître que les Corses avaient un statut personnel antérieur à l'annexion, en prouvant la présence de pratiques continues depuis l'annexion par la France. L'issue du contentieux, eu égard à la décision du Conseil d'État sur la Polynésie, paraît vouée à l'échec. Toutefois, politiquement, il pourrait être plus qu'intéressant. Concernant ce contentieux, j'aimerais proposer une analogie avec ma discipline, le droit de l'énergie. Un des contentieux les plus intéressants que je connaisse est sûrement celui des droits fondés en titre. Comme vous savez, il est impossible pour un particulier de disposer de la force des cours d'eau domaniaux depuis les 10 moulins de 1566 et de disposer de la force des cours d'eau non domaniaux depuis 1789, ou alors pour les cours d'eau domaniaux ou non depuis la date d'annexion des territoires s'il était à des dates antérieures. Pourtant, il y a bien des propriétaires de moulins à eau et de centrales hydroélectriques. La plupart le sont grâce à la reconnaissance devant le juge des droits de propriété, droits fondés en titre, antérieurs aux dates exposées. Ce contentieux est abreuvé par des documents d'archives, des cartes et autres fruits de travail d'historiens, de géographes, de juristes. Le même travail pourrait être réalisé pour la reconnaissance du statut personnel de certaines populations métropolitaines, continentales. Si le contentieux, encore une fois, a peu de chances d'aboutir, le travail de mémoire, lui, ne pourrait être qu'utile. C'est pourquoi j'espère que je lirai à l'avenir plus de travaux sur le régime juridique du statut personnel, parce que la diversité des statuts personnels est caractéristique de la diversité des populations peuplant notre République. Étudier le statut personnel pour laisser ainsi réaliser un travail de mémoire
Et comme le prouvent les tensions ultramarines, ce travail de mémoire est nécessaire aujourd'hui plus qu'hier. Merci beaucoup pour cette intervention et d'avoir respecté le temps imparti. Je donne la parole maintenant à la voisine de droite, à Aurélie Laurent, qui est maître de conférence en droit public à l'Université du Mans. Vous avez soutenu une thèse en droit comparé entre le Canada et l'Union européenne sur les juges suprêmes et les droits fondamentaux. Et vous avez déjà travaillé sur les droits autochtones, et notamment sur les droits des minorités linguistiques au Canada et en Europe. Aujourd'hui, vous allez nous parler du sujet suivant, les peuples autochtones, saisis par les droits et libertés, contradiction, convergence ou concurrence. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et puis, bien sûr, je remercie les organisateurs d'avoir accepté ma proposition. Je suis vraiment ravie d'être ici avec vous et de pouvoir échanger tout au long de la journée. Alors, l'idée de cette contribution est vraiment partie de l'appel, c'est-à-dire mieux comprendre la prise en compte des peuples autochtones par le droit et la justice, ce qui est évidemment tout un programme. Donc, c'est pourquoi j'ai pensé m'atteler à un thème qui est très classique, mais qui me semble incontournable, les droits et libertés, ce que certains textes internationaux ou constitutionnels appellent les droits de l'homme. En tant qu'instrument juridique de limitation de pouvoir de l'État, les droits fondamentaux ont été consacrés par l'État lui-même, unilatéralement dans sa constitution, avec d'autres, au sein d'engagements internationaux. Peut-être on a là tout un paradoxe pour les peuples autochtones à se saisir de cet outil qui peut être suffisamment puissant pour faire reculer l'État dans ses actions coloniales ou néocoloniales, tout en leur demandant de s'inscrire dans un cadre étatique ou supra-étatique conçu sans eux, et donc peut-être perpétuer une forme de colonisation. Donc l'enjeu est de grande importance pour les peuples autochtones eux-mêmes et les défis ne sont pas non plus des moindres d'un point de vue des juridictions compétentes en matière de sauvegarde des droits et libertés qui voudraient prendre au sérieux les revendications des peuples autochtones portées devant elles. Donc, l'idée était de dresser un panorama de ces relations ambivalentes qu'entretiennent les droits et libertés avec le droit des peuples autochtones. Mais en tant que juriste européenne, je suis bien consciente de ne pas pouvoir embrasser ce droit des peuples autochtones, c'est-à-dire dans le sens des ordres normatifs de tel ou tel peuple autochtone, qui pourrait d'ailleurs considérer que les droits et libertés n'est pas une catégorie juridique pertinente. Donc, la communication ici examinera davantage les relations observables dans les contentieux des droits et libertés existants, et c'est sans doute à ce titre que les organisateurs ont placé ma communication sous l'égide de la session « Les droits autochtones saisis par l'État ». Alors, il est clair que de manière générale, le traitement universitaire de la question autochtone, dont on a parlé d'ailleurs en introduction, pose un problème méthodologique, de posture doctrinale, dans la mesure où le droit lui-même a pu être qualifié comme un mode de pensée proprement occidental, selon la définition qu'on donne du droit, évidemment, selon les critères qu'on lui donne pour identifier notre champ disciplinaire. Bref, dans un sens, tout ce que je peux dire ou être amené à dire avec ce langage-là, de juristes françaises, européennes, pose la question de la légitimité de le faire intervenir dans le droit comme outil pour traiter de l'autochtonie. Et n'est-ce pas alors encore plus marqué lorsqu'on étudie les droits fondamentaux? Est-ce qu'il n'y a pas une suspicion de mise à l'égard de ce que les démocraties libérales européennes érigent comme étant leur socle de valeurs, si on reprend la terminologie de l'Union européenne par exemple, à travers une technicité contentieuse parfois très dense, une rationalité de positiviste à l'égard de ces droits fondamentaux consacrés par les plus hautes normes d'un ordre juridique? Alors, on peut répondre à cet écueil par une logique de déconstruction du droit, comme le font les critiques décoloniales ou encore les TWAIL. Ce n'est pas tout à fait ma position, et c'est peut-être par un excès d'optimisme que je continue de croire que le droit, et singulièrement les droits et libertés, peuvent jouer un rôle dans la résolution des problèmes, un rôle de pacification et de dialogue entre les peuples autochtones et l'État. Et c'est aussi par pragmatisme que ce puissant outil qu'est le droit mérite
mérite bien notre attention lors de cette journée, lorsqu'on s'intéresse aux peuples autochtones, car loin d'être figé, la plasticité permet au contraire d'envisager des co-constructions, des hybridations et des évolutions, et voilà, un certain idéal de justice. Donc c'est pourquoi dans cette contribution, il me semble qu'on va pouvoir observer à la fois une humanisation des revendications autochtones et une autochtonisation des droits de l'homme. Alors, je ne vais pas pouvoir embrasser l'ensemble des jurisprudences pertinentes au niveau mondial. Je n'ai pas voulu non plus me contenter d'une aire géographique, mais je vais un petit peu à la manière de l'exemple tout à l'heure puiser, alors plus particulièrement dans le droit constitutionnel canadien, que je vais essayer de comparer avec un petit peu ce que nous connaissons en France, bien que le droit aussi régional pourrait être pertinent, mais je ne vais pas avoir le temps de développer ces exemples. Donc, sans exhaustivité aucune, hein, et pour mieux juste mettre en exergue les différences, les variétés de ces articulations possibles, je serai plutôt dans ce corpus d'études. Et donc, comme on l'a intitulé de ma communication, le dit clairement, il me semble qu'on a trois configurations. Premièrement, une contradiction qui peut se dessiner d'une part du point de vue autochtone, mais aussi de la part des universalistes les plus radicaux, je dirais, mais qu'on peut surmonter cette apparente opposition, la lever à faveur d'un mouvement de convergence observé notamment dans la jurisprudence internationale qui révèle une juridictisation par les droits des revendications autochtones et donc cette autochtonisation des droits de l'homme. Et enfin, dernière hypothèse, c'est celle de la concurrence qu'on ne peut écarter, comme lorsque c'est le cas au Canada, il existe des droits spécifiques pour les peuples autochtones qui sont reconnus, protégés, aux côtés des droits et libertés individuelles. Et on a au Canada un article spécifique qui tente de répondre à cette question et qui prévoit le fait que la présente charte, donc la charte canadienne des droits et libertés, garantit certains droits et libertés, ne porte pas atteinte aux droits et libertés ancestraux issus de traités ou autres des peuples autochtones du Canada. Donc là, la clause semble préserver les droits des peuples autochtones sans qu'encore la jurisprudence n'ait tout à fait levé de manière précise cette articulation entre droits individuels et collectifs. On a d'ailleurs une affaire qui est actuellement pendante devant la Cour suprême du Canada sur cette question. Je peux la prendre à titre d'illustration et on pourra suivre cette affaire peut-être pour me permettre d'illustrer les différents mouvements. C'est l'affaire Cindy Dixon contre Vuntut Gwin First Nation. Donc j'ai évidemment certainement écorché le nom de cette Première Nation et je m'en excuse. Alors quels sont les enjeux de cette affaire? Nous avons donc Cindy Dixon qui est membre de cette Première Nation, que je vais appeler la VGFN, la Vuntut Gwin First Nation, du territoire du Yukon. Elle réside à Whitehorse pour des raisons de santé de son fils et d'autres raisons socio-économiques, qui est à 800 km au sud du siège du gouvernement de cette Première Nation. Or, elle veut se présenter comme candidate à l'élection du Conseil de cette Première Nation. Et cette Première Nation exige dans sa constitution une condition de résidence sur les terres de la Première Nation ou d'y déménager dans les 14 jours suivant l'élection. Madame Dixon demande au Conseil de la Première Nation de retirer cette condition de résidence. La Première Nation refuse et rejette sa candidature. Et Madame Dixon donc se tourne vers les tribunaux canadiens, d'abord la province du Yukon, et puis c'est jusqu'à la Cour suprême du Canada dont on attend la réponse, et elle conteste finalement la compatibilité de cette condition de résidence avec le droit à l'égalité protégé par la Charte canadienne des droits et libertés. Et cette affaire, on va la suivre, est loin d'être une banale affaire de droit électoral. La décision de la Cour suprême du Canada est attendue pour trancher clairement pour la première fois la question de cette articulation entre droits et libertés de la Charte canadienne et les décisions des peuples autochtones, avec différents arguments quant à la manière de trancher qui mettent en lumière, à mon avis, ces relations ambivalentes entre les peuples autochtones et les droits et libertés. Alors, premièrement, comme on a écrit dans les trois parties, la première, c'est l'hypothèse de la contradiction entre les droits et libertés et les peuples autochtones.
Alors, pour simplifier un petit peu le propos ici, il s'agit de voir d'abord les peuples autochtones contre les droits et libertés et le mouvement inverse, les droits et libertés contre les peuples autochtones, si on peut le caricaturer de la sorte. Alors, premièrement, les droits et libertés peuvent être considérés comme un outil néocolonial aux fins d'assimilation. L'argument est ici que du point de vue des peuples autochtones, les droits et libertés pourraient être un instrument juridique externe aux traditions autochtones et qui ne saurait donc s'appliquer aux peuples autochtones sans risquer de retomber dans une logique d'assimilation des autochtones aux valeurs occidentales. Dans la plus extrême des positions, il y aurait vraiment une incompatibilité de principe entre les droits et libertés d'essence individuelle occidentale et la protection des peuples autochtones dans leur revendication de sauvegarder leur singularité culturelle et juridique, tant mis à mal par la colonisation et sa prétendue vertu civilisatrice qui prétendait libérer les autochtones de leur communauté. Les droits de l'homme pourraient être donc considérés comme des principes moraux occidentaux qui agiraient un petit peu à la manière d'une évangélisation moderne, sécularisée. De manière moins radicale, certains argumentent non pas en faveur d'une contradiction frontale, mais simplement estiment qu'il y a un risque trop important que les droits et libertés ne puissent avoir un effet intentionnel ou pas d'ailleurs d'uniformisation, alors même que l'objectif demeure de sauvegarder, voire de restaurer des particularismes et surtout de déterminer librement, en toute autonomie, les valeurs portées par tel ou tel peuple autochtone. Et c'est cet argument qui peut expliquer le refus de certains de voir appliquer, par exemple dans l'affaire Dixon, la charte canadienne au gouvernement autochtone, en disant la meilleure manière de le protéger, c'est de ne pas appliquer la charte. D'un point de vue du droit constitutionnel canadien, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça pourrait se tenir dans la mesure où le champ d'application de la charte n'est pas très explicite sur ce point. Alors en France, apparemment, on est loin de se poser ce type de questions, alors même qu'à mon avis, les questions concrètes peuvent émerger. Il y a quand même une autre manière d'envisager ce refus d'immiscion des droits et libertés dans les ordres juridiques autochtones, c'est de concevoir un pluralisme juridique dans une version forte qui constate une grande autonomie normative des peuples autochtones, sans même qu'il n'y ait besoin d'une reconnaissance de l'État, une simple tolérance constatée, officieuse, suffit alors pour que les droits et libertés de l'État ne s'immiscent pas dans les ordres juridiques autochtones. On arrive sans doute à ce que le professeur MacDonald appelle le pluralisme juridique, c'est-à-dire dans sa définition, c'est quand l'individu lui-même choisit son appartenance normative, quand plusieurs ordres juridiques lui sont applicables, ce qui est une des définitions du pluralisme juridique. Et pour reprendre mon illustration, Cindy Dixon, autochtone, elle a choisi le contentieux des droits et libertés pour contester l'action de sa Première Nation sur le fondement d'un texte canadien auprès de tribunaux canadiens. Mais il est évident que face à un désaccord face à son gouvernement autochtone, d'ailleurs peu importe la reconnaissance par l'État, bien des autochtones n'ont pas cette stratégie, alors pour de multiples raisons qui peut être par exemple le manque d'accès à la justice étatique, mais pas uniquement. Il peut aussi y avoir un choix de régler son différend en interne pour ne pas faire prendre un risque pour le groupe autochtone ou tout simplement de choisir son droit, son juge du fort, comme on dirait en droit international privé. Donc, il y a une opposition dans ce sens-là. Il y a aussi une opposition lorsque les droits et libertés sont vus comme ayant une vocation universelle, individualiste, qui cette fois-ci empêche la reconnaissance des peuples autochtones. Alors certes, la controverse de Valladolid a depuis longtemps été tranchée, et du point de vue de l'État, les droits et libertés s'appliquent bien désormais aux autochtones en tant qu'individus dotés d'une égale dignité, comme les autres individus non autochtones. Alors c'est peut-être pas complètement inutile de le rappeler, dans la mesure où la tentation de déshumaniser certains groupes de personnes peut apparaître parfois. Alors, si je précise désormais, c'est parce que le droit colonial, évidemment, était profondément discriminatoire, raciste, on en a parlé, et appliquait ce qu'on en appellerait aujourd'hui le standard, c'est ce qui a été dénoncé maintes fois et qui jette encore aujourd'hui le discrédit sur le thème indigène en français, tant était à l'œuvre cette logique inégalitaire. Donc, l'application d'une stricte égalité entre individus autochtones et non autochtones participe, pour les tenants de cet universalisme-là, à une remédiation de la colonisation en faveur d'un universalisme des droits de l'homme, disons, véritable.
Cet universalisme s'applique donc à ce que les mêmes droits et libertés soient reconnus et respectés par l'État. Et on a vu d'ailleurs tout un mouvement pour accorder, par exemple, le droit de vote aux individus autochtones, un véritable état civil, déjouer des discriminations visant les femmes autochtones spécifiquement et non pas les hommes autochtones, par exemple, au Canada. C'est d'ailleurs dans ce rôle que le juriste français est peut-être le plus à l'aise débusquer les incohérences, les doubles standards du droit positif de l'État ou de l'ancien droit colonial, puisque le principe constitutionnel d'invisibilité, sa propension à l'universalité des droits comme unique solution acceptable en République, interdisent d'aller au-delà de l'individu. C'est ainsi que les droits propres aux autochtones peuvent être considérés comme des privilèges, donc illégitimes dans une république égalitaire, dans le sens où ce serait un droit privé accordé par le souverain, ce qui n'est pourtant pas, à mon avis, ce que revendiquent les peuples autochtones, qui est plutôt même l'inverse, puisque la forme de souveraineté, ils la réclament pour eux-mêmes. Même en droit international, dans les jurisprudences les plus récentes, lorsqu'il faut innover pour répondre par exemple aux défis du changement climatique ou les nécessités d'adaptation au changement climatique qui peuvent toucher des peuples autochtones, il n'est pas toujours évident de reconnaître si les droits et les réparations sont propres aux autochtones ou simplement aux gens en général ou aux gens vulnérables. Je pense par exemple à l'affaire Torres Island s'agissant de l'Australie. Donc, on a ce verrou dont on a déjà parlé en droit français, mais pour autant, ce principe d'égalité individuelle, cet universalisme, finissent par se confronter à l'altérité des autochtones. Et les tenants d'une protection des droits et libertés effectives doivent bien se poser la question de l'appartenance des individus autochtones à un groupe autochtone, en quoi cela impacte leurs droits et libertés en tant qu'individus situés culturellement, géographiquement, historiquement. Et c'est dans ce sens qu'on peut voir une confluence des droits et libertés des peuples autochtones, donc qui est en deux la reconnaissance progressive d'une congruence entre droits et libertés et peuples autochtones. D'abord parce qu'on a tout un mouvement qui va d'éviter la déshumanisation des autochtones à la reconnaissance de l'appartenance à des peuples autochtones. Ici, c'est vraiment prendre au sérieux l'effectivité des droits et libertés qui demande de ne pas se contenter d'affirmer une égalité formelle et de faire des autochtones des titulaires des droits et libertés. Il faut prendre en compte le contexte autochtone. D'ailleurs, cette conception, qui est dans le sens d'une égalité substantielle, est largement admise au Canada. Dans un deuxième paragraphe de l'article 15 de leur charte, il est précisé que le principe d'égalité n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes, activités qui sont destinées à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'au Canada, la Cour suprême du Canada a pu jusqu'à présent éviter de se prononcer sur cette articulation droits et libertés et peuples autochtones parce qu'elle a pu parfois utiliser tout simplement cet article-là qui n'est pas propre aux autochtones. Si on regarde en France, le rapport de 2017 de la Commission nationale consultative des droits de l'homme relatif, je cite, à la place des peuples autochtones dans les territoires ultramarins français, il me semble que ce rapport se situe en partie dans cette lignée. La Commission tient d'abord à rappeler, recommandation numéro 4, qu'à chaque situation spécifique, un traitement spécifique doit s'appliquer. Ce n'est pas contraire au principe d'égalité de non-discrimination, mais ça vise au contraire à en assurer l'effectivité. Et toute une partie de ce rapport se situe sur ce terrain de l'effectivité par rapport à la reconnaissance de l'identité propre des peuples autochtones kanaks et amérindiens, la reconnaissance aussi et le respect de l'identité culturelle des peuples autochtones. La Commission nous dit que c'est pour réconcilier les principes fondamentaux et les réalités du terrain, donc tout un tas de recommandations, par exemple, visant à améliorer l'accès à la santé ou assurer un état civil en Guyane, par exemple, en raison des circonstances particulières de la Guyane. Alors, à l'inverse, il y a beaucoup d'exemples nombreux de juridictions étatiques ou supranationales qui sont passées à côté de la spécificité autochtone et qui ont pour résultat d'empêcher toute protection d'un droit fondamental. Le droit de propriété foncier me semble assez marquant à cet égard, si différent de l'appropriation privée occidentale, si marqué par l'histoire coloniale. Et il me semble que la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, était totalement passée à côté dans sa jurisprudence sur les SAMI.
Au-delà, alors on peut trouver d'autres exemples en matière de liberté de religion et le rapport aux terres sacrées qui peut être un autre exemple où on voit comment on peut passer à côté de l'effectivité d'un droit pourtant reconnu de manière tout à fait classique parce qu'on ne tient pas compte de l'appartenance de ces individus à un peuple autochtone. Mais au-delà de l'effectivité, le terrain, on franchit des pas supplémentaires. Alors, c'est le cas de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, c'est le cas aussi de ce rapport de 2017 de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, pour reconnaître vraiment l'appartenance des individus à tel ou tel peuple autochtone. Et ici, c'est plutôt à travers l'idée d'identité que l'on peut qualifier de culturelle, linguistique, juridique, etc., qui a été mise à mal par la colonisation, qui continue de l'être, que les droits et libertés peuvent converger vers une revendication centrale des peuples autochtones, à savoir les reconnaître pour ce qu'ils sont. Il y aurait beaucoup à dire sur la logique identitaire dans le contentieux des droits et libertés, qui n'a pas que des avantages, il me semble, et qui peut être finalement assez glissant parce qu'on se situe sur un terrain assez subjectif et qui peut avoir aussi tendance à geler dans le temps des pratiques ou des caractéristiques ou encore de folkloriser un petit peu les revendications. Il n'en demeure pas moins que cette vocation à protéger une identité d'un peuple autochtone et de leurs membres peut être une des étapes logiques à la reconnaissance, cette fois-ci de droits propres aux autochtones, jusqu'à reconnaître l'existence des peuples autochtones et tout ce que ces termes signifient, jusqu'à arriver à l'idée que les peuples autochtones sont de véritables titulaires de droits. C'est cette rencontre, je dirais, ultime entre les droits et libertés et les peuples autochtones qui est refusée en France, qui est, à mon avis, au cœur des enjeux les plus spectaculaires de ce contentieux, à savoir finalement trouver une solution alternative ou deux fins pendant longtemps admises pour mettre fin à la colonisation, c'est-à-dire l'indépendance ou l'assimilation, c'est une troisième voie. Alors, l'admission des droits et libertés des peuples autochtones, alors je vais peut-être passer rapidement sur ça, c'est vraiment reconnaître que les peuples autochtones sont des titulaires de droits, qui sont des normes finalement qui sont à mi-chemin entre des droits substantiels et des normes d'habilitation, c'est des droits véritablement collectifs. Dans Dixon, c'est des droits issus de traités qui permettent de délimiter une véritable autonomie gouvernementale. Il faut quand même préciser que cette autonomie gouvernementale, la reconnaissance des ordres juridiques, n'est pas forcément issue de droits, mais aussi de traités où on peut penser à un véritable fédéralisme. Pour terminer sur la résolution qui est toujours ambivalente entre la concurrence possible entre droits et libertés et peuples autochtones, eh bien, on affirme en droit international qu'il y a une compatibilité entre les deux. C'est le cas de la déclaration de l'ONU de 2007, mais on n'a pas encore articulé véritablement s'il faut une prévalence des droits et libertés individuelles sur les droits collectifs des peuples autochtones ou bien l'inverse. Et c'est là où l'affaire Dixon est vraiment centralise cette question sur le fond. Faut-il choisir le droit collectif de la Première Nation protégé par les droits issus du traité ou au contraire, faut-il appliquer la charte? Ce qui est clair, c'est que les contextes externes au peuple autochtone, comme par exemple des pêcheurs non autochtones qui contestent que les autochtones aient un droit de pêche, ne pourraient se fonder sur le droit à l'égalité pour contester les droits des peuples autochtones au Canada. Mais s'agissant des contestations internes, comme dans Dixon, il y a encore beaucoup de questions que l'on peut se poser, à laquelle la Cour suprême du Canada va répondre, mais qui me semblent de manière générale intéressantes à regarder. D'abord, on va regarder est-ce qu'il faut un conflit entre les deux? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver une conciliation en dehors de cette articulation droit individuel, droit collectif? Faut-il distinguer selon les droits en cause, selon les droits individuels? Il y a toute une question sur laquelle on pourra revenir, mais sur la place des femmes, qui a été notamment soulevée au Canada. Faut-il distinguer selon les droits des peuples autochtones? Est-ce qu'on regarde uniquement ce qui est lié au droit à l'autodétermination? Est-ce qu'on élargit avec plus cette idée d'identité? C'est une autre question. Une autre piste de réflexion, c'est d'appliquer les droits et libertés au peuple autochtone, mais de prendre en considération la sensibilité autochtone dans l'interprétation. C'est là un exercice, et c'est pour terminer, la conciliation véritablement des deux, qui peut être le fait des interprètes des droits, mais alors, qui sont ces interprètes? Est-ce que ce sont uniquement les juridictions étatiques? Et si oui, est-ce qu'on peut véritablement parler de sensibilité autochtone? Il y a plutôt des propositions aujourd'hui qui vont dans le sens de informer les
les juristes au droit autochtone au sens fort, le droit des peuples autochtones, ou même de créer des chambres, des juridictions ad hoc avec des autochtones issus des peuples autochtones pour aider à cette conciliation et à cette confluence. Et tout ne se jouera pas au niveau du contentieux. Je vais peut-être terminer par ça. La conciliation, c'est aussi une affaire d'autres acteurs. Alors peut-être nous, la doctrine, mais aussi les citoyens autochtones qui aussi peuvent, et le font au Canada, rédiger leur propre charte des droits et libertés, peuple autochtone par peuple autochtone. Et on voit, et ça sera ma véritable conclusion, que ce type de charte autochtone n'est pas d'une originalité au Canada. Preuve en est que les droits et libertés ont été saisis par les peuples autochtones qui, par appropriation, hybridation, peuvent faire des droits et libertés de possibles vecteurs de dialogue. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention et désolée d'avoir dû respecter le planning. Ce qui est prévu, ce sont des débats maintenant. Si quelqu'un a des questions, on souhaiterait rebondir sur les différentes interventions. Wilfried Dadou, je suis doctorant en série. J'aurais une première question pour le premier intervenant. Je vous remercie pour vos belles interventions. Pour le premier intervenant, en fait, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un écueil à utiliser des principes de la société actuelle pour appréhender une situation? Vous avez dit pas de souveraineté, organisation différente. Désolé de dire de manière triviale, c'est l'argument colonial. Mais est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas penser que la France est organisée en termes de collectivité, ce qui n'empêche pas que ce soit un État unitaire? Est-ce qu'il fallait vraiment, dans l'analyse, prendre ce principe moderne pour apprécier une situation post-moderne? C'est une question évidemment qui se pose toujours quand on fait l'histoire du droit. La question de la souveraineté, elle n'est pas exclusivement celle du droit positif, hein. Elle est quand même posée dans les textes anciens, déjà pas posée en 16e. Enfin bon, donc il y a une vraie appréhension de savoir quand même ce qu'est le régime politique. Les souverains malgaches, hein, ils sont décrits. La terminologie, oui, je l'ai dit, elle est aussi évidemment en fonction du texte essentiel sur lequel je m'appuie. C'est un texte qui n'est pas un texte malgache, évidemment. C'est quand même évidemment l'écueil. C'est un texte européen avec le regard d'un juriste du XVIIe siècle, mais avec des termes qui sont aussi ceux du XVIIe malgré tout. Donc, on ne peut pas non plus pas poser les questions dans les termes au moins de l'ancien droit français, hein, tel que à ce moment-là. On va dire qu'il y a un regard colonial. Oui, on ne peut pas être totalement dupe de ce qu'est cette vision d'un avocat dijonnais des années 1650. Je ne voudrais pas non plus donner l'impression qu'il donne une vision absolument neutre, objective, une réalité malgache, qui identifierait caméra au point, si je veux dire, sans filtre, bien sûr. Oui, il y a pour partie déjà un regard colonial, même dans ce premier texte, bien sûr. Mais il me semble qu'à travers ce regard, quand même marqué par la vision d'un Européen de l'époque, on peut essayer, c'est ce que j'ai voulu faire, hein, on peut essayer d'aller voir derrière le patrage juridique cet avocat, ce qui relève des droits malgaches. C'est ça que j'essaye un peu de voir. C'est cette espèce d'archéologie des droits malgaches, tels qu'on peut les deviner, tels qu'on peut les sentir, derrière un texte qui, effectivement, n'est pas un texte malgache. Hein, c'est le célèbre livre, hein, de Van Hachtel, hein, sur le regard des vaincus. Hein, voilà. Donc, quand même on a toujours ce problème. J'en parlais hier soir. C'est un texte qui, pour moi, d'une certaine façon, ressemble un peu au codex. Très très peu de codex conservés pour le Mexique de l'époque précolombienne, dont presque tous étaient détruits par la puissance espagnole. Ce qui reste, c'est surtout quelques centaines de codex du XVIe siècle, qui sont tous de l'époque coloniale.
il n'empêche que dans ces codex de l'époque coloniale, on arrive à distinguer des droits indigènes qui subsistent, hein, même à l'époque de la domination espagnole. C'est un peu ce regard-là que j'essaie d'avoir, c'est qu'est-ce qu'on peut voir des droits malgaches au moment où les Européens arrivent et commencent évidemment à se dire que la colonisation va pouvoir être possible. Voilà. Mais on est quand même un peu moins là dans ce texte, dans un regard colonial, que dans ceux qu'on voit 10 ans après, hein, je peux vous le dire. Regardez bien les textes d'après, ça n'a plus rien à voir. Voilà. Mais bon, oui, je ne veux pas donner l'impression d'être totalement dupe ou naïf à ce beau texte, certes, mais qui n'est pas totalement... Voilà. Et, juste peut-être faire deux petites remarques très rapides à propos de ces trois interventions qui m'ont vraiment paru extrêmement pertinentes. La première, c'est de voir que la situation, au fond, du droit national, notamment telle qu'elle a été évoquée, tant pour le statut personnel que pour les droits fondamentaux, elle impose de l'imagination et de faire une sorte de science-fiction juridique pour ceux qui en parlent. C'est-à-dire qu'on est très vite amené à se dire, la situation étant ce qu'elle est, imaginons ce qu'elle pourrait être, parce que ce qu'elle est manifestement insatisfaisante. Et la deuxième remarque, mais qui est un peu dans le prolongement de la première, c'est qu'au fond, on se rend bien compte, avec le droit français, qu'il y a une forme de, comment dirais-je, de manipulation des apparences. C'est-à-dire qu'au fond, rien n'est vrai. Vous évoquiez tout à l'heure la décision du Conseil constitutionnel sur la loi Molac. On pourrait évoquer aussi la décision qui avait été rendue en ferme de QPC sur l'article 75-2 de la Constitution. On a évoqué la question de la territorialité de la Corse. Est-ce que c'est une collectivité d'outre-mer ou pas Finalement, le droit avance une réalité virtuelle. Bien sûr que la Corse est d'outre-mer. On ne peut pas y aller à pied. Parce qu'il y a une mer, me semble-t-il, entre la Corse et Marseille. Il faut prendre un bateau. Et le droit décide que la Corse n'est pas une ville. Très bien. Pourquoi pas vous évoquez la loi Molac. Le Conseil constitutionnel, de manière extrêmement dure et extrêmement, je dirais, en s'auto-appropriant une requête qui était déjà très limite, puisqu'un certain nombre de députés qui avaient signé avaient retiré leur signature, répond à des questions qu'on ne lui pose pas. Hein, en disant, grosso modo, l'enseignement immersif est toujours inconstitutionnel. Après tout, il ne s'agissait pas d'évoquer la question des écoles immersives, mais de la possibilité pour les écoles publiques d'avoir un enseignement immersif. Et il vient dire, et de toute manière, non seulement c'est inconstitutionnel, mais ça concerne les écoles publiques et les écoles associatives et ceux qui sont associés au service public. Ce qui s'est passé au Pays Basque, notamment, c'est de dire, mais qu'est-ce qui va se passer pour les écoles typiques Ikastola, qui sont des écoles privées en immersif? Si on lit la décision du Conseil constitutionnel, c'est très clair, elles doivent fermer. Elles n'ont pas fermé. Le recteur a pris une circulaire nous disant c'est pas ce que veut dire le Conseil constitutionnel. Je parle, c'est pas ce que veut dire. D'ailleurs, il y a eu même une polémique au sein du Conseil constitutionnel, puisque le Conseil a publié une première interprétation qui a été retirée au titre d'une seconde interprétation, et on sait que cette seconde interprétation plus rigoureuse, plus anti-langue régionale et plus proche de la décision a été imposée par un certain nombre de membres du Conseil constitutionnel qui trouvaient qu'on avait trahi la décision dans la première interprétation, et les mauvaises langues disent qu'il s'agit d'anciens premiers ministres qui étaient intervenus à ce moment-là. Donc, réalité virtuelle, il n'y a pas de peuple corse. Pas de peuple kanak. Alors, si maintenant on l'a mis dans la Constitution, il n'y a pas de peuple amérindien en Amérique, en Guyane. Tout ça, c'est un peu du vent. Tout ça, c'est un peu du vent. On se rend bien compte, au fond, que le droit il pourrait être parfaitement différent. S'il s'appliquait plus, ça correspondrait à une certaine forme de réalité. Et j'aime bien votre expression. Certaines juridictions sont passées à côté. Largement, oui. Très largement à côté, et puis elles l'ont fait un peu exprès. Donc, je dirais qu'il y a dans cette idée-là, je crois, une sorte de spécificité en matière de contentieux des autochtones par rapport au droit, avec des décisions qui sont parfois... Je me souviens, j'ai dû déjà le raconter à certains, et désolé de le refaire, quand le Conseil constitutionnel avait considéré que l'article 75-2 de la Constitution, les langues régionales appartiennent à la culture de la France ou au patrimoine de la France, ne pouvait pas faire l'objet d'une QPC. Pourquoi? C'est pas possible.
Réponse du secrétaire général du Conseil constitutionnel de l'époque, Marc Guillaume, qui n'est pas encore occupé avec l'affaire du Hamel, venant nous dire: oh oui, finalement, vous avez raison, on aurait pu donner aux langues régionales un statut parce que, je cite, on le donne bien aux personnes handicapées. Tout est dit. Tout est dit de ce point de vue-là. Il y a, je crois, une forme de culture de la part des interprètes du droit en France, de certains interprètes du droit en France, qui aboutit à une situation. Alors, je ne suis pas en train de dire c'est pertinent, c'est pas pertinent. Je suis en train de dire ça ne correspond pas à la réalité. Ça correspond. L'idéal du droit, c'est quand même d'avoir une certaine forme de réalité. La décision du Conseil constitutionnel sur la loi Molac ne s'applique pas. L'article de la Constitution qui dit les décisions du Conseil constitutionnel sont définitives et ne peuvent faire l'objet d'aucun, vous connaissez la formule, ne s'applique pas. Elle n'a eu aucun effet parce que l'État n'a pas voulu l'appliquer. Et parce qu'il n'a pas voulu l'appliquer, parce qu'elle était inapplicable. Donc je crois qu'il y a cette dimension un peu spécifique autour de la question des minorités, de la question des peuples autochtones. Il n'y a pas de peuple autochtone en France. Il n'y a pas de mer entre la Corse et la France, et le continent. On pourrait dire aussi qu'il n'y a pas de juriste au Conseil constitutionnel, mais là peut-être on aurait plus raison. Je me permets juste de rebondir sur ce que vient de dire Jean-Pierre. Alors sans doute, effectivement, un manque de quelques juristes au Conseil constitutionnel, c'est assez évident. Je me permettrais juste de nuancer, d'accord, dans l'ensemble de ce que je viens de dire. Sauf que là, celui qui est pris pour cible, c'est l'interprète de la Constitution, en l'occurrence, Conseil constitutionnel. Et si l'on voit la loi Molac et le contrôle de la loi Molac et la décision qu'on a ressortie, on évoquait la thématique de la politisation hier. Évidemment, il y a ici la marque d'une volonté particulière de se saisir de quelque chose que la loi abordait à peine pour dire de manière assez fracassante, dorénavant, les écoles immersives, elles n'ont pas le droit de citer en France, c'est contraire à la Constitution. Néanmoins, alors, loin de moi dire que le Conseil constitutionnel n'a pas fait preuve ici d'un volontarisme certain. Cela étant, c'est aussi du côté de ceux qui font la Constitution qu'il faut s'interroger. C'est-à-dire que quand tu lis dans la Constitution française, et ça a été introduit par révision, la langue de la République, c'est le français. Que tu as affaire à des écoles publiques ou financées sur fonds publics, la langue de la République, dans ses services, c'est le français. Bon, on peut difficilement dire autre chose. Alors que ce soit complètement aux antipodes de la réalité et que la décision du Conseil Molac soit inapplicable, on est tous d'accord. Et d'ailleurs, d'entrée, c'est pas simplement le recteur de l'Académie de Bordeaux qui est allé dire non, mais en fait, le Conseil n'a pas voulu vraiment dire ça. C'est d'entrée dès le ministère de l'Éducation circulaire qui a suivi en disant effectivement non, le Conseil n'a pas voulu dire ça. Mais le Conseil, à partir du moment où il s'en saisit, c'est là la problématique. Mais à partir du moment où il s'en saisit, je vois pas trop ce qu'il peut dire d'autre. Alors, à la nuance près que l'auteur de l'amendement sur le français langue de la République, qui est Alain Lamassoure, dit qu'il a fait introduire cet amendement, et c'était dans l'exposé des motifs de la révision constitutionnelle, pour lutter contre l'usage systématique de l'anglais au sein des institutions européennes. Mais ça, je suis assez d'accord là-dessus. Hein. Je pense que... Mais c'est rapport à la réalité, parce qu'au-delà de la loi Molac, il y a aujourd'hui, il y a des circulaires du préfet au Pays Basque venant dire je demande aux collectivités territoriales, notamment aux mairies, de faire des délibérations des conseils municipaux en basque, pourvu qu'il y ait une traduction mise à disposition. C'est une circulaire du préfet. Donc on est dans un système, la loi Molac, la décision Molac, elle est particulière, mais ça fait bien longtemps que tout le système des Icachtola est inconstitutionnel, avec notamment un non-respect de la loi Fallou sur l'attribution des locaux aux écoles immersives, alors qu'on a tourné, il y a une circulaire du recteur qui est extraordinaire, disant ce sont des locaux associatifs destinés à un usage plus large. Et donc, même s'il n'y a que des écoles dedans, de temps en temps, on va faire autre chose pour. Mais on parlait de reconnaissance officieuse, je crois qu'on est tout à fait là-dedans. Mais c'est vrai que c'est une histoire. C'est pas au juge de trancher des ambiguïtés de la Constitution. C'est à la Constitution d'être plus clair. Ça, je suis bien d'accord. En fait, comment j'ai travaillé dans le cadre de la CBD, donc la Convention sur la diversité biologique. J'ai accompagné l'ambassadeur. L'ambassadeur devait faire une déclaration, l'ambassadeur français.
de faire une déclaration sur les droits des peuples autochtones. Et il était mal à l'aise parce qu'on lui a asséné, on lui saurinait qu'il n'y a pas de peuple autochtone en France, etc. C'était dans les années 2000, début des années 2000. Et donc, je lui ai démontré que si, il y a des peuples, concrètement, il y en a, que ça n'a jamais fait peur à la France de les reconnaître. Le terme autochtone, il n'a aucun problème, c'est pour ça qu'il ne le définit pas. Et qu'il y a la catégorie juridique des peuples autochtones ne l'embête pas du tout. Donc, on a réussi. Elle l'a inscrit dans la déclaration qu'elle a fait à la CBI. Et ça ne pose pas de problème parce que finalement, c'est important que ce soit des peuples autochtones et pas des minorités ethniques. D'où la différence, par exemple, c'est très important, peut-être moins dans le contexte, par exemple, de la Polynésie ou de la Wallis ou encore de la Nouvelle-Calédonie, mais dans le cas de la Guyane, on s'est battu pour qu'ils distinguent le cas des Noirs marrons, des Bushinangé, de celui des peuples autochtones. À un moment donné, on avait même que, y compris des scientifiques, disaient, bah, si, les peuples autochtones, on va mettre les Bushinangé, les Noirs marrons et les créoles. On allait très loin quand même dans l'Afrique. Et donc, c'était important de dire non, attention. Les peuples autochtones ont un sens, ils ont une définition précise. Et ils ont une définition très simple. C'est la population ayant l'antériorité d'occupation du territoire. Pas d'autres critères. C'est tout. Et ça, le droit français n'a absolument aucun problème avec ça. Et là, aucun problème, et ça, on peut le démontrer, même s'il n'utilise pas le terme de peuple ou d'autochtone, peu importe. Il y a des reconnaissances. On a l'accord de Nouméa. C'est le paragraphe 1er de l'accord de Nouméa, du préambule de l'accord de Nouméa, qui pose clairement le droit du peuple autochtone, et qui est reconnu en droit international. L'application des règles du droit passé applicables au peuple autochtone. Ce sont des entités juridiques souveraines. Je ne peux pas accéder à la souveraineté de ces entités juridiques souveraines si je ne fais pas une guerre ou un traité de cession de souveraineté. Mettons de côté le cas de la terre indienne. Donc, quelle est la valeur du traité de cession de souveraineté qu'il y a eu en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie? Voilà, c'était le cas de la Nouvelle-Calédonie. C'est le paragraphe 1er, l'alinéa 1er du préambule. Le traité est nul et non avenu. Il n'a pas d'effet. Restitution de la pleine souveraineté au Kanak. Et à partir de là, tout l'enchaînement, alinéa 2, etc. Mais il existe d'autres populations qui sont installées. Comment on reconstruit? Quels peuvent être leurs droits et comment on fait? Donc, ça a été un peu l'objet, peut-être certains discuteront que ça a été bien fait ou mal fait. Dans tous les cas, ça a été. Et c'était le premier pays qui le faisait. En 1998, c'était le premier pays et le seul pays qui le faisait. Des pays comme la Nouvelle-Zélande, qui attaquaient beaucoup, Nouvelle-Zélande et Australie, attaquaient beaucoup dans les forums internationaux la France, le Canada. Mais le Canada, on était à l'époque bien loin de tout ça. Et quand j'étais dans la délégation avec l'Outre-mer, en fait, mais ils ne connaissaient même pas leur droit. Je leur disais, mais lisez au minimum, à minima, l'alinéa 1er du préambule de l'accord de Nouméa. Vous avez tout le droit des peuples autochtones, qu'ils soient après les Kanakos, peu importe, la catégorie juridique des peuples autochtones qui remonte très loin. Bon, moi, je n'étais pas monté aussi loin parce qu'effectivement, l'accès aux documents est compliqué parce que parfois, il n'y a même pas de documents. Mais au moins, 19e, début 20e, on connaît exactement le statut des peuples autochtones. C'est des entités souveraines avec lesquelles on conclut des traités. On a un autre exemple, c'est la Polynésie française. Quand il y a eu une discussion dans les débuts des années 2000 sur le domaine maritime, et notamment le statut des lagons, tout d'un coup, il y en a un qui s'est rappelé qu'il y avait un traité international avec le traité de cession de souveraineté. Alors, on peut discuter après, alors ces différences écrites, parce qu'on est toujours dans un cadre, finalement, les parlementaires notamment, mais aussi les ministères, et le ministre en particulier, parfois, malheureusement, ne connaissent pas très bien leurs droits. Et l'histoire du droit, l'histoire du droit colonial ou l'histoire du droit international aussi applicable. Mais ils ont dit, ah ben mince, il y a un traité, lequel réservait les droits des populations autochtones, ou des populations on avait un territoire qui avait été cédé à la souveraineté française, on avait réservé les droits fonciers sur les lagons. Et il y a une disposition, immédiatement ils ont corrigé, en disant, ok, à l'exception des droits réservés aux tiers. Alors, effectivement, c'est dans la traduction française. La traduction française est adaptée parce que c'est fait par des juristes français, donc ils essayent de prendre les concepts, ils revoient leurs droits français, etc. Mais c'était clairement l'histoire uniquement du traité. Donc on a le statut des peuples autochtones. Après, on utilise ou non la terminologie de peuple autochtone, mais il y a une reconnaissance. Après, malheureusement, elle n'est pas reconnue. Malheureusement, sans cesse, et on a encore des cas en Nouvelle-Calédonie, on a encore des cas avec le ministre de l'Outre-mer. Ils ne connaissent pas très bien leurs propres règles de droit, leur propre histoire. Et c'est peut-être là où c'est un peu malheureux.
Je propose que les intervenants prennent la parole pour réagir s'ils le souhaitent et qu'après on fait peut-être la pause. Leur tour. Juste, Il y a une intervention. Madame Chéline, pardon. Ça va être assez court. L'idée que le droit ne correspond pas à la réalité, c'est pas nouveau. L'ordre juridique repose sur un ensemble de fictions. Les déclarations de souveraineté des puissances européennes un peu partout, au début, c'était des fictions, mais qui n'auraient pas été remises en question par aucun tribunal de ce pays-là. Bon, la fiction a pu devenir effective par la suite. C'est comme l'idée, dans le fond, que lorsqu'il y a chose jugée, ça correspond à une vérité juridique. Tout le monde sait que des fois, il y a des erreurs qui sont commises. Tout ordre juridique repose sur un ensemble de fictions. Et une petite chose aussi qui m'a fait tiquer un peu quand on a dit que l'idée des races n'était qu'un prétexte. Jusqu'aux années 1920-1930, la grande majorité des populations occidentales croyaient qu'il existait une hiérarchie des races et que c'était même fondé scientifiquement. Bon, alors évidemment, ça arrangeait bien les puissances coloniales de pouvoir dire, dans le fond, notre devoir, comme disait Rudyard Kipling ou encore Victor Hugo, on a un devoir de civiliser la terre entière. Il y a eu quelques exceptions notables, mais il était minoritaire. Entre autres, il y avait un homme d'État français, Georges Clemenceau, qui était exceptionnel, qui n'y croyait pas, lui. Mais il était vraiment minoritaire. Mais pour les autres, c'était pas prétexte. Il y croyait vraiment. Vous souhaitez rebondir sur ce qui a été dit? C'était pour revenir un petit peu sur ce qui avait été dit sur la loi Molac, pour quelques précisions, et justement qui allait un peu dans le sens où il y a le droit qui est imposé par en haut et qui s'applique, et après il y a la pratique. Et c'était sur cette loi Molac. J'avais entendu, enfin j'avais lu, non plutôt, je n'ai pas eu la chance d'entendre, mais c'était ce grand constitutionnaliste palois, là j'ai plus le nom là tout de suite, qui n'a jamais été à Pau, mais Il n'y a jamais Franck Moderne. non. Louis Favoreux, oui. Ah oui, originaire de Pau. Oui. Et qui disait qu'en fait, il y avait une possibilité de parler ces langues régionales, mais tous les jours, même dans l'administration. En fait, par exemple, si un administré parle sa langue régionale et que la personne derrière le comptoir parle sa langue régionale, les deux peuvent parler en langue régionale. En fait, les principes de la République qui imposent l'usage du français, c'est que quelqu'un ne parlant que le français qui arrive dans une région où on parle d'autres langues régionales doit pouvoir se prévaloir devant l'administration de la langue française, et donc on puisse parler français. Et dans ce qui était de la décision sur la loi Molac a été en fait assez entendu, parce que il y a toute la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur cette idée-là. Je crois même qu'ils ont repris le considérant mot pour mot sur un considérant précédent. Et par contre, ce qu'on peut voir, et là c'est sûrement peut-être ce qui a été appliqué au Pays basque, c'est plutôt des avis du Conseil d'État, non pas sur les langues régionales, mais sur l'usage de l'anglais dans certains cursus qu'on a essayé d'imposer totalement en anglais, où le Conseil d'État expliquait qu'il pouvait certes y avoir des cursus en anglais, mais qu'il fallait mettre un certain nombre de conditions. Ça veut dire que la communication à l'administration devait être possiblement en français, que la communication avec les professeurs en dehors du cours et en dehors des questions purement anglaises du cours devait pouvoir être en français. Donc c'était ça un peu, cet encadrement qui peut finalement être appliqué dans certaines écoles en langue régionale, sans pour autant qu'on arrive dans quelque chose d'institutionnel. Les filières anglais à l'université sur les avis du Conseil d'État, c'est vraiment très différent, de même que les filières universitaires de basque. Évidemment, les études de basque, on ne parle que basque. Non, je veux dire dans l'établissement. Oui, mais après, les langues de communication, de relation, Il semble-t-il, le Conseil s'est emparé de cette question de la communication administrative dans la décision Molac, en disant que ce qui lui posait problème dans la ZKHTA, c'est que la communication avec l'établissement, ce que vous évoquiez, était aussi dans la langue régionale. Et c'est une des conditions de fonctionnement de ces écoles, que de dire que c'est une immersion complète pour compenser, en tout cas contrebalancer, le milieu culturel ambiant est un milieu en français. Et donc la seule manière de parler, la seule occasion de parler français dans ces écoles, c'est dans les cours de français.
Je peux répondre, monsieur, pour cette interpellation. Alors oui, vous avez raison, peut-être que le terme de prétexte n'est peut-être pas bien choisi. Bon, moi, c'est toujours le regard aussi que j'ai, hein, c'est le regard de quelqu'un qui travaille sur le XVIIe siècle français, notamment. Là, en fait, ici, on est sur certainement l'un des premiers textes français où la question de la race et de la couleur se pose. Pourquoi? Parce que Madagascar, le Portugais, la côte en face, et les Hollandais, c'est-à-dire des gens qui sont dans la traite. Ce n'est pas le cas des Français encore. Et c'est peut-être vraiment un des premiers textes où cette question de la couleur se pose dans un texte français, question qui effectivement ensuite va devenir un grand classique. Vous avez raison de dire qu'après, oui, on n'est plus dans le prétexte, on est dans la croyance. Bon. Mais à ce moment-là où le texte là que je vois émerge, on est sur quelque chose de neuf dans le regard français, je pense. C'est dans ce sens-là que je voyais, et je rebondis hein, sur ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi dans l'optique d'une archéologie, c'est-à-dire de vraiment aller chercher peut-être l'origine de certains concepts, certains concepts juridiques, hein, qui peuvent s'installer à ce moment-là. Oui, le regard plus tardif, effectivement, on est moins dans le prétexte que dans la croyance, et à ce moment-là, le passage à ces textes des années 1660 où la couleur devient autre chose, là on est encore dans le prétexte. On n'aurait pas le même regard chez les Espagnols ou les Portugais. C'est dans ce sens-là aussi que je le voyais. Merci.